On continue avec un quatrième dossier dans cette conférence de neurologie. C'est parti, on lit ensemble l'énoncé. Monsieur H, 58 ans. Hop, homme d'âge moyen, a priori. Il arrive aux urgences de lui-même pour des céphalées. Motif de consultation égale céphalée persistante depuis plusieurs jours. Élément chronologique, on est dans un truc qui est un peu subaigu. Et elles sont plus intenses le matin. S'accompagne de nausées. Ah, céphalée plus nausées. Plus vomissement. Monsieur H a déjà vomi à 2 reprises aujourd'hui. À l'examen, vous notez une paralysie de l'œil droit à l'abduction. C'est quoi ça? Paralysie de l'œil droit à l'abduction, c'est une atteinte du nerf abducens, nerf crânien numéro 6. Et donc, comme il y a trouble oculomoteur, perte de parallélisme des yeux égale diplopie horizontale. Votre patient voit double et en plus une diplopie binoculaire. Il n'y a pas de déficit sensitivo-moteur. N'oubliez pas les signes négatif en neurologie, vous commencez à connaître, c'est important. Pas de bain masqué, pupille intermédiaire réactive, ok. Parents, patient, apyrétique. En gros, on a quoi? On a un patient d'âge moyen, homme, qui arrive avec céphalée, nausée, vomissement et une paralysie du 6. Qu'est-ce qu'on évoque? Quel est votre diagnostic? Syndromique, encore une fois, comme toujours, diagnostic syndromique en neurologie, commencez par classer les choses en syndrome. Ici, vous l'avez deviné, c'est un syndrome d'hypertension intracrânienne, HTIC. Syndrome d'hypertension intracrânienne, pourquoi? Ici, vous avez quasiment tous les signes. C'est les céphalées, et notamment l'exacerbation matinale. Le patient a plus mal quand il se lève. Il a aussi, par exemple, mal quand il tousse, mal quand il se met en décubitus dorsale. En fait, tout ce qui va augmenter la pression intracrânienne va augmenter les céphalées. Vous savez que le matin, il y a une sorte de pic tensionnel qui va augmenter un petit peu la pression intracrânienne. C'est pour ça que ça fait plus mal. Nausées, vomissements, c'est ce qu'on appelle, ce sont des signes végétatifs, ça fait partie du tableau d'HTIC classique. La paralysie du 6 avec la diplopie, là aussi c'est très classique. Ce qu'il faut simplement savoir, c'est non localisatrice. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est pas parce que votre patient a un 6 clinique, c'est-à-dire qu'il a une paralysie dans l'abduction avec une diplopie, que ça signe forcément une atteinte ou une compression du 6 au niveau du tronc cérébral ou ailleurs. C'est vraiment une hypertension intracrânienne qui provoque un 6 pour des raisons plus ou moins obscures. Et là, en l'occurrence, c'était pas le cas. Mais si on laisse un peu votre patient s'aggraver quelques jours, il est probable qu'il revienne avec une petite somnolence, voire un coma, trouble de la conscience. Donc vraiment, ces 4 signes-là, c'est le signe la tétrade du syndrome d'hypertension intracrânienne. Ici, vous en aviez 3 sur 4. Donc, il fallait évoquer une HTIC. Quelles options thérapeutiques à visée symptomatique pouvez-vous proposer à Monsieur H? Donc, vous voyez bien, ici, on n'a pas de diagnostic étiologique, on a simplement un syndrome d'hypertension intracrânienne et on vous demande en gros quel est le traitement symptomatique éventuel de ce syndrome d'HTIC. Eh bien, le traitement symptomatique de l'HTIC, je vous rappelle qu'il est plus ou moins au programme à travers l'item des tumeurs intracrâniennes ou la prise en charge en urgence et textuellement dans les objectifs du CNCI. Et comme elle est le plus souvent, ces tumeurs intracrâniennes, elles sont le plus souvent révélées par une HTIC, savoir prendre en charge HTIC, c'est pas mal. La première chose, ça commence par positionner votre patient de telle façon que vous diminuez la pression intracrânienne, vous le mettez en position demi-assise. Et puis ensuite, vous voyez en fonction, en général, de la cause de cette HTIC. Le plus souvent, c'est même souvent un peu les deux qui sont intriqués. S'il y a beaucoup d'œdème cérébral associé et que l'HTIC est essentiellement due à cet œdème, vous avez 2 solutions. Soit l'un, soit l'autre, soit les deux, souvent les deux. Vous mettez des corticoïdes, peros ou IV, et un soluté hyperosmolaire, le mannitol le plus souvent, parfois du glycyrol. Mais retenez, corticothérapie, plus ou moins mannitol, c'est le traitement en cas d'œdème. Cependant, l'hypertension intracrânienne n'est pas forcément toujours due à l'œdème, ça peut être une hydrocéphalie aiguë, obstructive le plus souvent. Notamment, vous avez une tumeur qui va obstruer l'écoulement du LCF, une hydrocéphalie aiguë, une hypertension intracrânienne. Le traitement, cette fois-ci, est plus médicamenteux, comme tout à l'heure, mais il est chirurgical. 2 options. Soit vous lui faites une DVE, une dérivation ventriculaire externe, ce dont on a parlé dans la dernière conférence. En gros, là, vous avez, du fait d'un blocage de l'écoulement, une hydrocéphalie avec une dilatation. Hop, vous mettez un petit cathéter dedans qui va dériver le LCR vers, en gros, une poche de recueil sur lequel vous monitorez en fonction de la pression l'HTIC. Soit vous faites ce qu'on appelle une ventriculo-cysternostomie endoscopique. Alors c'est un nom un peu bâtard mais c'est pas très compliqué. Ça veut simplement dire que là encore
si ici vous avez ventricule latéral, ici vous avez troisième ventricule, entre les deux vous savez qu'il y a ce qu'on appelle les trous de Monro, et que sur le plancher du troisième ventricule ici, ce sont les citernes de la base. Et bien ce qu'on va faire, c'est par voie endoscopique, on introduit ici un endoscope, ce qui nous permet d'avoir une image vidéo à l'intérieur du V3, et on va faire un petit trou là pour faire passer le LCR qui était bloqué directement du V3 aux citernes de la base, dans lequel ensuite il sera résorbé. Ça s'appelle donc une ventriculo, puisqu'on passe du ventricule, cisterno, parce qu'on passe dans les citernes, stomie, puisqu'on fait une communication endoscopique. Donc voilà, retenez, l'HTIC, c'est un syndrome de révélation fréquent de plein de choses, et notamment des processus, ce qu'on appelle les processus occupant l'espace, que ce soit des abcès, des tumeurs primitives ou des métastases. Et souvent c'est donc révélé par l'HTIC, et le traitement dépend un peu de la cause de cette HTIC. Si on a beaucoup d'œdème, on fera corticoïde et ou mannitol. Si on a une hydrocéphalie aiguë, on fera soit une dérivation, soit une ventriculo-cisternostomie. On avance, et puis comme vous êtes un bon interne, vous avez vu que votre patient avait une HTIC, vous vous précipitez sur la demande d'IRM, vous faites un examen en tout cas. Quel est cet examen? Interprétez-le, on va le voir ensemble. Donc vous l'avez vu maintenant, j'ai un peu vendu la mèche, c'est une IRM. C'est une IRM, toujours on décrit la séquence. Ici, c'est T1 GADO. Pourquoi? Parce que vous voyez que c'est du T1 parce que la substance blanche est blanche, la substance grise c'est grise, le LCR est noir. Tac, c'est du T1. Et avec injection de gadolinium, parce que ici vous voyez bien qu'ici c'est rehaussé. Et vous regardez ici, ce sont les artères leptoméningées, elles sont aussi en hypersignal. Donc T1 avec injection de gado en coupe axiale ou coupe coronale. Et puis ce qu'on voit surtout ici, hop, c'est dur de la manquer, c'est la grosse boule, c'est une tumeur. C'est en tout cas probablement une tumeur, on ne sait pas. C'est ce qu'on appelle un processus occupant l'espace, POE, parce que tant qu'on n'a pas la caractérisation, en tout cas histologique, ou par biopsie de ce POE, on peut pas vraiment dire si c'est une tumeur ou pas. Donc on a une image en tout cas, et on commence par décrire toujours. Rappelez-vous, en radiologie, on commence par décrire l'image. Donc on dit image comment? Image hyper dense, rehaussée par en hypersignal, excusez-moi, rehaussée par le gadolinium, avec une prise de contraste périphérique, on pourrait même dire annulaire un peu, en cocarde. Une image très hétérogène avec des zones hyper et d'hypo-signal. En périphérie de cette lésion, ici vous voyez une zone en hyposignal autour. C'est probablement de l'œdème, en tout cas, donc probablement ici un œdème périlésionnel. Ce que vous voyez ici, clairement, vous voyez qu'il y a un effet de masse très net sur le ventricule latéral, avec même, vous voyez ici, hop, une déviation de la ligne médiane, et donc on peut même parler ici d'engagement sous-falcoriel. Donc on va corriger ensemble, on a bien une IRM cérébrale, séquence T1 GADO, injecté, coupe axiale coronale. La description, donc je vous ai dit commencer par le mot image, ça vous évite de dire des bêtises, de vous précipiter vers tumeur, pas tumeur. Pour l'instant on a une image qui est comment? Qui est hétérogène, rehaussée en périphérie à cocarde. Je n'ai pas dit, c'est vrai. Limite irrégulière, c'est important, c'est un signe de malignité probable. Où elle est située, c'est toujours important de dire où est située la lésion en hémisphérique profond, à gauche, puisqu'elle était plutôt à gauche. Retenez aussi donc image en hyposignal périphérique probablement de l'œdème, et c'est d'ailleurs ce qui va probablement créer l'HTIC en partie. Effet de masse sur les VL avec déviation de la ligne médiane et engagement sous-falcoriel, n'oubliez pas, lorsqu'on fait de l'imagerie en neurologie, on aime bien les lésions principales, mais surtout les lésions associées. Est-ce qu'il y a une déviation? Est-ce qu'il y a un effet de masse? Est-ce qu'il y a une inondation ventriculaire? Est-ce qu'il y a de l'HTIC, etc. Conclusion, c'est ça, POE, processus occupant l'espace hémisphérique profond. Et enfin, c'est un peu, bon, c'est pas forcément côté, si vous avez mis POE, ça suffit. Ça évoque un glioblastome, on va le voir pourquoi, c'est quand même un aspect assez typique du glioblastome, avec cette prise en cocarde, cet aspect très hétérogène, avec beaucoup d'effets de masse, et vu aussi la localisation, ça évoque quand même un glioblastome.
Le principal diagnostic différentiel que vous évoquez, comment les différenciez-vous? Alors ici, on a vraiment un truc très hétérogène, très irrégulier, etc. Mais si on avait une lésion vraiment unique, plus ou moins bien arrondie, avec une prise de contraste annulaire comme ça, devant une lésion intracérébrale unique, on évoque évidemment, bien sûr, une tumeur. Ici, on évoquait plutôt une tumeur maligne typique glioblastome. Et le diagnostic différentiel, c'est quoi? C'est l'abcès. C'est l'abcès cérébral. C'est le diagnostic à évoquer devant une lésion isolée intracrânienne, prenant le contraste comme ça. Et les éléments discriminants qui vous permettront un peu de faire la distinction, bah, finalement savoir qu'il n'y en a pas tellement, parce que la fièvre, ici, est inconstant dans les abcès cérébraux. Un patient qui a un abcès apyogène, s'il est intracérébral, bien encapsulé, il n'a pas forcément de fièvre, et donc ça peut être très piégeux, on peut le prendre pour une métastase ou une tumeur. En scanner, on aura une prise de contraste annulaire, le fameux cocarde. Le signe distinctif, c'est si on a déjà un anaérobie, on verra des petites bulles d'air dans notre collection, ici, l'abcès. Et le signe qui va vraiment permettre de différencier, c'est l'IRM. Et l'IRM, c'est pas ni la séquentienne ni le GADO, parce que c'est similaire à une tumeur, c'est l'hypersignal en diffusion. Le diffusion, ça sert à deux choses. Ça sert en gros aux infarctus cérébraux en phase précoce, et ça sert aux abcès cérébraux, puisqu'il y a un hypersignal diffusion. Et enfin, et surtout, le diagnostic de certitude sera posé par un examen anatomopathologique ou une ponction avec un envoi bactériaux. Il faut faire, lorsqu'on hésite entre une cause, une tumeur ou un abcès, une biopsie ou une ponction stéréotaxique. Cinquième question, quel geste vous permettra de poser un diagnostic de certitude? Quelles en sont les modalités pratiques? On vient de répondre plus ou moins à cette question en fait. Le diagnostic de certitude, c'est un diagnostic histologique. Pour savoir s'il s'agit d'une tumeur et de quel type de tumeur, il faut, comme dans tous les dossiers de cancéro, avoir un diagnostic histologique. Il y a deux façons de le faire. Si vous pensez que de toute façon vous allez, lorsque l'imagerie est typique et que ça vous évoque fortement une tumeur, vous n'avez pas besoin forcément de faire une biopsie stéréotaxique avant la chirurgie. Vous pouvez faire directement une chirurgie. En tout cas, il faudra faire un examen histologique et anatomopathologique. Si jamais vous hésitez entre un traitement palliatif, chimio ou radiothérapie sans forcément de chirurgie, à ce moment-là, de toute façon, et c'est essentiel, il vous faut un diagnostic histologique. Vous ferez une biopsie stéréotaxique. Donc, retenez que c'est la biopsie qui pose de certitude. Si on hésite entre plusieurs diagnostics, si on ne sait pas trop quel geste thérapeutique il faudra faire, notamment si on pense peut-être un abcès, alors on fera une biopsie. Les modalités pratiques, il faut savoir, si vous en avez déjà vu, si vous êtes passé en stage de neurochirurgie, on fait d'abord un repérage au scanner, c'est-à-dire qu'on met un petit cadre en gros sur la tête de la patient ou du patient qu'on va fixer. On fait un scanner avec ce cadre, ça nous permet de prendre des coordonnées exactes de l'endroit où va se trouver la tumeur, puis on va au bloc, et c'est comme la bataille navale, on va repérer vraiment l'endroit de cette tumeur grâce au repérage scanographique. On fait une biopsie, on envoie en anapathe. N'oubliez pas l'envoi en anapathe, c'est comme d'habitude en chirurgie, à chaque fois qu'on a une biopsie, il faut l'envoyer en anatomopathologie et obtenir un diagnostic histologique de certitude. Donc l'anatomopathologie, je vous rappelle, et vous dit, ah, c'est une tumeur gliale maligne. Quels sont les différents types de tumeurs gliales malignes que vous connaissez et comment les distinguez-vous à l'IRM? Donc, je vous rappelle, les tumeurs intracrâniennes, c'est un item ODCN, le diagnostic est à connaître, la prise en charge en urgence est à connaître. On ne vous demande pas évidemment d'être spécialiste des tumeurs intracrâniennes et de connaître tous les différents types, mais au moins les principaux types, et notamment les tumeurs gliales sont les plus fréquentes. Connaissez au moins les grands types de tumeurs gliales malignes. Il n'y en a pas 25, il y en a 3, ce sont les astrocytomes. Et vous savez que chez le jeune, il y a souvent des astrocytomes qu'on dit un peu pilocytiques. C'est en général une sorte de cavité comme ça avec une petite tumeur et puis un kyste ici liquidien. Donc chez l'adulte ou le vieil enfant, plus souvent ces astrocytomes sont malins, ce sont des astrocytomes dits diffus. Et donc on aura un hypo-T1, hyper-T2 à peu près comme tout. Simplement c'est rarement, même si c'est toujours un peu inconstant, mais c'est rarement rehaussé. Les oligodendrogliomes, c'est les tumeurs qui seront dérivées des oligodendrocytes.
Là, on aura à peu près le même signal, mais c'est cette fois-ci rehaussé. Et enfin, le glioblastome multiforme, GBM. Ça, c'est vraiment la tumeur maligne par excellence. C'est la plus agressive, c'est celle qui a le plus mauvais pronostic. Survie moyenne 9 mois environ. Et ça, c'est à peu près ce qu'on vient de voir sur l'IRM que je vous ai montré. C'est le fameux aspect en cocarde avec la prise de contraste annulaire qui parfois peut faire évoquer un abcès, sauf que ici c'est un contour irrégulier, très hétérogène. Un important œdème périlésionnel. On dit aussi que cet œdème est typiquement en doigt de gant, c'est-à-dire qu'il va fuser à travers la substance blanche parce que c'est de l'œdème associé à une infiltration de cellules tumorales, contrairement par exemple à une métastase où en général l'œdème est plus ou moins circonférentiel autour de la lésion. Retenez au moins que les tumeurs gliales, les tumeurs dérivées des cellules gliales, ce ne sont donc pas des neurones, hein, ce sont des cellules, des astrocytes, des oligodendrocytes, ce sont des cellules du support de la glie au niveau du cerveau, c'est elles qui vont donner les tumeurs malignes intracérébrales les plus fréquentes. Et la grosse tumeur à connaître, c'est le glioblastome. Astrocytome et oligodendrogliome sont deux types de tumeurs malignes, gliales, qu'il faut savoir évoquer. Alors maintenant, vous avez un diagnostic de certitude, il faut annoncer ce diagnostic à Monsieur H. Quelles sont les modalités pratiques de cette annonce? Question classique aux ECN. Comment vous allez annoncer un diagnostic grave? Il y a un item entier là-dessus. Il y a aussi, à travers l'item du diagnostic des cancers, il faut, c'est déjà tombé aux ECN, connaître au moins avoir une liste préétablie de mots pour cette consultation diagnostique. Les mots-clés que moi je vous propose, c'est ceci, ce sont ceux-ci. D'abord, le fait que c'est une consultation dédiée, c'est-à-dire qu'on va prendre rendez-vous avec le patient, on ne va pas passer dans la chambre devant le voisin, et c'est pas l'interne qui va venir lui annoncer le diagnostic. En général, c'est un médecin senior et c'est surtout le médecin qui va le suivre et qui pourra lui apporter les réponses à ses questions. Ça, c'est essentiel aussi, on a même pu mettre 0, c'est que pour annoncer un diagnostic aussi péjoratif que celui de gliome malin pour lequel la survie est inférieure à 1 an, c'est quand même après la certitude diagnostique, après un diagnostic histologique. Soit vous le dites parce que vous allez aller à la chirurgie et sans avoir forcément de diagnostic histologique définitif, vous lui dites il y a une tumeur, pour savoir ce que c'est, on va la réséquer, on va faire un diagnostic histologique. Soit vous faites d'abord la biopsie, puis vous annoncez. Dans tous les cas, il faut probablement le faire sur plusieurs consultations, c'est donc une annonce progressive. Et il faut la faire évidemment dans un endroit qui est un endroit approprié. Je vous ai dit, pas dans la chambre avec le voisin, dans un lieu calme et fermé. Il faut savoir même aux ECN, il me semble que c'est en 2008 ou en 2007, était coté par exemple le mot ici, annonce au cabinet et pas dans la chambre. Était coté ici le mot face à face, c'est-à-dire en gros pas par téléphone. Vous voyez, parfois on code pas des choses forcément évidentes. Mais pour quelqu'un qui a annoncé des diagnostics, il sait que c'est ça qui compte. La personne de confiance, c'est aussi à la mode. Si le patient souhaite être accompagné, il peut. Il faut lui proposer, et ça c'est essentiel, proposer un projet thérapeutique et un soutien psychologique. Le patient, il ne faut pas le lâcher dans la nature avec son glioblastome, il faut lui dire, vous allez avoir une consultation avec un oncologue, vous allez avoir on va avoir un staff, on va vous expliquer à telle date ce qu'on va faire, la première séance de chimio c'est telle date, etc. Donc il faut lui donner un calendrier, une consultation de rapide contrôle et enfin, comme toujours, et ça c'est essentiel, il faut notifier l'information par écrit dans le dossier médical. Il faut dire que vous avez une consultation, il faut lui dire, faut marquer dans le dossier que vous lui avez expliqué les risques d'une chirurgie, le pronostic péjoratif s'il est, etc. Quelle que soit votre liste, l'essentiel c'est d'en avoir une. Pour l'annonce d'un diagnostic grave, c'est une question classique. Vous vous dirigez vers une prise en charge palliative. Là encore, c'est un item aux ECN. Décrivez-en les grandes lignes. Alors, les grandes lignes de la prise en charge palliative, c'est là où il va falloir, si possible, caser les mots global et pluridisciplinaire. Parce que pour le coup, c'est vraiment une prise en charge qui ne se fait pas tout seul dans votre coin, mais à plusieurs, avec une équipe. Et donc c'est pour ça qu'on fait ce qu'on appelle des réunions de concertation pluridisciplinaires. Dans tout dossier où on traite d'un cancer, il faut marquer le mot RCP. C'est vraiment pour vous
essentiel aux ECN. Traitement spécifique, et puis c'est essentiel dans la vie, c'est une obligation médico-légale. Vous n'avez pas le droit de traiter un patient pour un cancer sans qu'il soit passé devant une RCP. Le traitement spécifique à visée palliative, c'est quand je dis traitement spécifique, c'est le traitement du cancer en soi, et pas seulement le traitement symptomatique. Eh bien, il faut savoir que ça peut être soit une chirurgie, et ou une chimio, et ou une radio, on peut avoir les trois en même temps. On fait parfois de la chirurgie palliative. Palliative, ça ne veut pas dire que votre patient va mourir dans 2 mois, ça ne veut pas dire qu'il est en fin de vie, ça veut simplement dire qu'on ne va pas proposer de traitement curatif, on ne pense pas le guérir de sa maladie pour toujours, on va simplement essayer d'augmenter sa survie et son confort. Prise en charge de la douleur, évidemment, c'est essentiel. Les cancers, en général, c'est douloureux pour le patient d'un point de vue symptômes et moral. Il faut soulager votre patient, si besoin, lui donner de la morphine. Les symptômes d'inconfort, alors il y en a plein, retenez les principaux, sang de bouche, escarres, dyspnée. La prise en charge nutritionnelle, un patient en général ayant un cancer, il va très vite se dénutrir, il faut lui assurer une bonne alimentation, l'adapter, mais sans pousser trop loin, pas forcément de faire d'alimentation parentérale. Proposer un soutien psychologique pour lui, c'est essentiel, mais aussi pour sa famille et son entourage. Et proposer enfin une prise en charge sociale adaptée. Évidemment, il a une tumeur, il faut lui proposer une prise en charge à 100%. Si possible, faire une hospitalisation à domicile. Comme pour la consultation d'annonce d'un diagnostic grave, la prise en charge palliative est une question en gros tiroir qui peut se placer dans n'importe quel dossier de cancéro. Il faut avoir une liste. Moi, je vous propose celle-ci en 9 points avec prise en charge globale et pluridisciplinaire, traitement spécifique, prise en charge de la douleur, prise en charge des symptômes d'inconfort, prise en charge nutritionnelle, psychologique, charge sociale et famille. Ça faisait 8 points. C'est la liste que je m'étais faite pour les ECN. Vous pouvez faire celle qui vous arrange. L'essentiel, c'est d'en avoir une et de ne pas passer 3 heures et essayer de retrouver vos mots-clés lorsqu'on demandera une prise en charge palliative. On va conclure sur ce dossier de tumeur cérébrale en disant que c'est un dossier un peu transversal parce qu'on commence de HTIC, puis une tumeur, puis une annonce, puis une prise en charge palliative. Mais c'est très typique des cancers de cancéro. On va pas vous demander la dernière chimiothérapie à la mode. On va vous demander en gros de savoir annoncer le diagnostic et quoi dire au patient, un peu dans l'esprit vous êtes le médecin généraliste, que ce que vous faites. Savoir aussi que l'item 146, donc les tumeurs intracrâniennes, le mot savoir prendre en charge les situations d'urgence et autoprogramme, c'est le seul cancer pour lequel il y a ça dans le libellé du CNCI de l'énonce de l'item. Et donc ça vaut le coup d'au moins savoir prendre en charge une HTIC, une hydrocéphalie. Avoir au moins une idée des principales tumeurs intracrâniennes et ASPIRM. Savoir que lorsqu'on pose un diagnostic de certitude, il est forcément histologique, et donc quel que soit le cancer, mais notamment dans les cancers intracrâniens, soit vous décidez de toute façon qu'il y aura une prise en charge chirurgicale et vous ferez l'examen ANAPAT en extempo en même temps que l'exérèse, soit vous n'êtes pas trop sûr, vous ne savez pas trop quoi faire, vous faites d'abord une biopsie stéréotaxique, et ensuite vous avez un examen histologique. Avoir sa liste toute faite pour la consultation d'annonce, je vous l'ai bien dit. Quelle que soit la liste, c'est comme vous voulez, mais placez les mots-clés importants. Je vous en ai donné quelques-uns, il y en a sans doute d'autres. Pareil pour la liste de la prise en charge palliative, faites-vous une liste. Et enfin, vous êtes en dossier de cancérologie, quel que soit le cancer, la RCP sera forcément de la partie, il ne faudra pas l'oublier. Les items abordés, ce sont donc ici l'item tumeur intracrânienne, l'item soins palliatifs, c'est souvent le cas dans les tumeurs intracrâniennes, et diagnostic, et notamment pour l'annonce d'un diagnostic grave. Voilà pour ce 4e dossier de neurologie.